En Russie, il y a deux stars, Moscou et Saint-Pétersbourg. Et entre les deux, des trains qui ne sonnent pas toujours juste, quand d'autres sont sans fausse note. C'est le premier train dans le monde où il y a de l'opéra. Il y a des tramways qui pourraient vivre dans la mer. Je suis une méduse. Alors pour essayer de casser ses préjugés sur la Russie et voyager de Saint-Pétersbourg à Moscou, le train c'est pas mal. Pour me mettre tout de suite dans l'ambiance russe, je commence mon voyage à la campagne, pas très loin de Saint-Pétersbourg, là où les citadins ont leur datcha. La datcha, c'est une petite maison pour passer le week-end. Elle peut parfois être luxueuse, mais généralement, ce sont plutôt de vieilles maisons en bois avec un lopin de terre. Un petit endroit, rien que pour soi. Mais très vite, j'aperçois le long de la voie de chemin de fer toute proche une sorte de kiosque, une petite bicoque comme on en trouve partout en Russie, près des rails. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai toujours voulu voir en Russie, c'est que à chaque passage à niveau, même quand il est électrique comme ça, vous voyez, il y a tout l'équipement, que c'est pas un passage à niveau à manivelle, et ben il y a un petit kiosque comme ça avec un garde-barrière. Et ça, ben, je me suis toujours demandé ce qu'il faisait, le garde-barrière. Toc toc. Oui? Bonjour. Dobry dien. Bonjour. C'est vous la garde-barrière? Oui, c'est bien moi. J'y suis de 8h à 20h. D'accord. Donc ça c'est votre univers, votre petit bureau. Oui, c'est petit mais confortable. C'est quoi cette sonnette qu'on entend là? Quand ça sonne, ça indique qu'un train est en train d'arriver. Et donc, je dois sortir pour aller vérifier que tout se passe bien, que les barrières descendent, que les voitures s'arrêtent et qu'elles ne soient pas stationnées sur la voie. Et donc, le train peut passer sans problème. Bon, le train arrive là, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que vous faites là avec votre bâton? Ce bâton, c'est un signal qui avertit le conducteur du train que tout va bien et qu'il peut passer sans souci. Et lui, en retour, il m'a fait un signe. Et qu'est-ce qu'il vous a fait comme signe? Moi j'ai rien vu du tout. Il a fait siffler le train. T'as pas entendu? Bah non, j'ai pas fait attention. Ben si, pourtant. Et alors ça m'épate parce qu'en fait c'est ultra sécurisé. Ah bah oui, la sécurité c'est important. Et moi je veille à ce qu'il n'y ait pas de voitures bloquées sur les rails, par exemple. Je suis donc là pour reprendre la main sur l'automatisme et faire face aux situations d'urgence. Ah d'accord. Et est-ce que vous avez votre chauffeur de train préféré à qui vous faites un petit coucou particulier? Ah non, c'est interdit. C'est pas réglementaire. Mais même si vraiment vous avez un petit coup de cœur pour un chauffeur, il n'y a pas une petite astuce, un petit coucou, un petit signal particulier? Non, c'est pas possible. Même à mon mari qui est conducteur, je ne lui fais aucun signe particulier. C'est pas possible. Au mieux, on se fait un sourire, mais pas plus. C'est pas réglementaire. Règlement. Voilà, règlement et discipline. Eh ben, merci beaucoup. Spasiba. Merci Philippe. Je vais pouvoir prendre mon train tranquille, comme je sais que vous êtes là. Bon voyage. Je me dis en partant que, vu la taille de la Russie, ça doit faire beaucoup de gardes-barrières. La compagnie des chemins de fer russes compte à elle seule environ 1 million d'employés. Mon tout premier train russe entre en gare, direction Saint-Pétersbourg. Et là, je vais vous dire un truc. Là, on sent tout de suite qu'on est en Russie, parce que vous voyez, c'est spacieux, c'est plus large que les trains ordinaires.
c'est efficace, ça a l'air solide, mais un peu rustique au niveau de la déco. Les trains en Russie, c'est une vieille histoire qui a commencé sous le règne des tsars. Le train fait partie du quotidien de beaucoup de Russes et le réseau ferré est le deuxième plus grand réseau du monde, avec environ 87 000 kilomètres de voies. Bonjour. Pourquoi vous vous déplacez en train, vous? Parce qu'avec les embouteillages, on s'est dit que le train, ça allait être plus pratique que la voiture. Comment vous expliquez que les Russes ont souvent cette image, c'est-à-dire de concevoir des choses qui sont extrêmement solides, massives, imposantes, mais au niveau de la déco, c'est un peu juste, et du confort. Je crois que les chemins de fer russes choisissent la simplicité. Ce qui est solide est fait pour durer. Quand tu fais du beau de toute façon, ça ne tient pas. Alors autant que ce soit fonctionnel. Mais pourquoi? Quand on est russe, on n'est pas sensible au confort, au moelleux? Mais si, mais tu sais, ce train, il fait des petites distances. Alors on ne fait pas vraiment attention au confort. Le but, c'est que ce soit pratique et pas cher, afin que tout le monde puisse voyager. Alors si pour toi ce train, il n'est pas de toute beauté, eh bien dis-toi que quand tu vas arriver en ville, à Saint-Pétersbourg, là, ça devrait te plaire. Ah oui? C'est vraiment très très beau. Ouais, pourquoi je mentirais? Et surtout, ne manque pas la gare. Elle est grandiose. Ok, ça donne envie. Merci. Spasiba. De rien. Merci, au revoir. Me voilà donc à Saint-Pétersbourg. Je suis impatient de voir cette gare dont on m'a tant parlé, car c'est là que tout aurait commencé. C'est la gare des tsars, quand même. C'est pas rien, parce que Saint-Pétersbourg, c'était la capitale de l'Empire russe. Et la voie ferrée que je viens d'utiliser, là, c'est la toute première voie ferrée de Russie. C'est le tsar Nicolas Ier qui avait décidé de faire construire un chemin de fer entre Saint-Pétersbourg, la capitale, et sa résidence d'été, qui était à une trentaine de kilomètres d'ici. Et c'est le début de l'histoire des chemins de fer russes. Ah, dis donc, c'est quelque chose, hein. C'est énorme, énorme. Au début, c'était une toute petite gare en bois. C'était en 1837, petite gare, petit train à vapeur. Et puis après, il y a eu le succès du chemin de fer. Et donc, il a fallu agrandir. Agrandir et donner naissance à ce qui est devenu un monument, dans un style Art Nouveau, un monument impérial qui semble être la parfaite porte d'entrée de Saint-Pétersbourg. Car ma surprise ne s'arrête pas là. Saint-Pétersbourg, c'est juste une merveille. C'est la ville des palais. C'est Pierre le Grand, le tsar, qui l'a fondé au début du XVIIIe siècle. Il a fait venir de toute l'Europe les plus grands artistes, les meilleurs architectes. Rien n'était trop beau pour Saint-Pétersbourg. Une balade dans Saint-Pétersbourg, c'est un peu comme plonger dans l'histoire et ressentir ce que fut la grandeur de l'Empire russe. Mais passé les premiers instants d'émerveillement, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les façades. Comment vivent les habitants de Saint-Pétersbourg, les Russes d'aujourd'hui? Car entre l'époque des tsars et aujourd'hui, il y a eu la Révolution, en 1917. Les bolcheviks prennent le pouvoir et forcent les nobles à quitter leur palais.
Les logements des classes aisées seront redistribués au peuple. Depuis, de grands appartements sont divisés en des logements plus modestes, pouvant accueillir plusieurs familles. On les appelle les appartements communautaires, et aujourd'hui encore, à Saint-Pétersbourg, de nombreuses familles vivent à l'intérieur. Ça a l'air d'être là. Grosse bâtisse. J'ai un rendez-vous avec Alexei, professeur à l'université et qui habite encore dans l'un de ces appartements partagés. Alexei? Oui. Bonjour. Добрый день. Entre. Je peux entrer? Oui, entre. Parce qu'on peut pas se serrer la main là. En Russie, on ne se serre pas la main sous un seuil de porte. Ça porte malheur. Ah bon? Et pourquoi ça porte malheur de serrer la main au-dessus d'un seuil? Eh bien, comme le seuil sépare les gens, du coup, on dit qu'en se serrant la main à cet endroit, ça peut rompre la relation. Ah tiens, voilà mon fils Platon. Bonjour. Philippe, je te présente aussi ma femme. Bonjour. Elle s'appelle Tatiana. Ah, d'accord, donc tout le monde est là. Donne-moi ton blouson, je vais l'accrocher dans notre partie du vestibule. Et parce que là, c'est une sorte d'espace commun où chaque famille a son vestiaire. Oui, c'est exactement ça. Tu vois ici, c'est notre étagère dans laquelle j'y ai des livres, des photos, des affaires personnelles. En fait, chaque famille de l'appartement a son coin. Donc, c'est l'entrée d'un appart communautaire. Vous, vous êtes une famille, mais il y a combien de familles qui vivent donc dans cet appart? Au maximum, il y a eu jusqu'à 4 familles ici. Mais actuellement, il y en a 3. Je vais te faire visiter mon espace privé. Avant la division de l'appartement unique, ici c'était le salon. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est devenu notre espace de vie privée. Cette pièce fait un peu moins de 30 mètres carrés. Et c'est là que nous vivons avec ma femme, mes 2 enfants et aussi nos 2 chats. Et donc, c'est ici que vous organisez toute votre vie. Je vois, il y a l'ordinateur qui est là, le lit, les livres, tout se passe ici. Oui, ça va faire bientôt 20 ans qu'avec ma famille, on vit ensemble dans cette pièce. Mais les 2 chats, eux, ils n'ont pas bien compris le principe ni les règles de l'appartement communautaire. Ils se baladent et eux, ils vont un peu partout, un peu où ils veulent. À côté de cette pièce privée, la famille d'Alexei partage avec les 2 autres familles les pièces de vie de l'appartement. La cuisine, collective mais où chacun a ses casseroles et chacun son produit vaisselle. Les toilettes sont aussi partagées, ainsi que la toute petite salle de bain. Ah oui. Ah oui, c'est très exigu. Oui, et en plus, la salle de bain appartient à tout le monde. Mais en revanche, chacun a ses propres affaires. On ne partage que la pièce, pas nos produits de soins. Mais alors, une salle de bain pour plusieurs familles, ça doit quand même être très compliqué le matin quand tout le monde part au boulot. Eh bien, ça demande un peu d'organisation. Mais entre voisins, on fait attention. Et on essaie de se relayer afin que chacun puisse se préparer en temps et en heure. C'est pas si compliqué. Et alors, la baignoire, c'est la baignoire d'origine? Oui, elle doit bien avoir 110 ans. Oui, on sent qu'elle a du vécu, hein. C'est une petite vieille, un peu comme tout l'appartement, si tu regardes bien. Et alors, toutes ces familles, vous êtes propriétaires de vos surfaces? Oui. Mais la cuisine, l'entrée et la salle de bain sont considérées comme des parties communes. Donc c'est un peu comme une copropriété, mais sur l'espace d'un appartement, d'un ancien grand appartement. Oui, c'est exactement ça. Dans les années 80, 40% des appartements du centre-ville étaient encore communautaires. Mais depuis la chute de l'Union soviétique, ils tendent à disparaître.
il resterait environ 80 000 personnes logées de cette manière à Saint-Pétersbourg. Là, c'est chez ma voisine Sneg. Bonjour. Sneg, je te présente Philippe. Dobry dzień. Ah oui, il y a des chats partout, hein. Elle s'appelle Zima. C'est la mienne. Et ils s'entendent bien, les chats, entre eux, ou c'est la bagarre avec les chats des voisins? Oui, ça va. Pas de problème. Et elle est sympa, cette voisine? Oui, on a de bons rapports. Et c'est un bon voisin? Oui, ils sont sympas avec leurs enfants. On s'entend bien. On a de bonnes relations. Ils sont gentils. J'imagine que la gentillesse et l'attention à l'autre, dans ce genre d'environnement, c'est extrêmement important. On est diplomate tout le temps, c'est ça le secret? Oui, évidemment. Oui, puis en plus on s'entraide. Tu sais, Philippe, quand on vit avec d'autres familles sous le même toit, le vrai secret, c'est la communication. Il faut se dire les choses afin de trouver un équilibre et une entente. C'est propre à toute vie en communauté. Philippe, de la vodka russe ou du vin? En Russie, une petite vodka, forcément. Tu sais, la vodka se boit avant et pendant le repas. Chez nous, la vodka, c'est un peu quand on veut. Ça donne envie. Allez, trinquons. Comment on dit en russe? Zastriche. Bon. Ah oui, vous, c'est cul sec. Ah bah dis donc. Philippe, ce poisson, ça se mange avec les mains. C'est bon. Ça va bien avec la vodka. Il y a un truc qui est étonnant ici, c'est que c'est un univers très étroit, un peu confiné. Et pourtant, on se sent assez bien ici. D'où ça vient? Le confort, tu le ressens quand tu arrives à te contenter de ce que tu as, de l'essentiel. Et à vrai dire, c'est souvent assez peu. Les gens qui veulent toujours plus, ils sont en fait dans une forme d'inconfort. Ils cherchent à avoir, ils cherchent à posséder. Mais lorsque tu arrives à profiter des choses simples et essentielles, c'est là que tu te sens bien, que tu es heureux. Est-ce que ça veut dire que vous ne voudriez pas vivre autrement, que vous aimez cette vie en communauté? C'est difficile de dire cela comme ça. Si on avait notre propre appartement, je pense qu'on serait en banlieue, loin de la ville, dans une cité en béton, sans charme. Alors que là, nous pouvons vivre en plein centre-ville, au cœur de Saint-Pétersbourg. C'est ça ma priorité, c'est d'être entouré de ces beaux palais, de me sentir dans le quartier que j'aime. Je suis né ici et je crois que plus que tout au monde, j'aimerais mourir ici. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, le fiston, lui? Il trouve que c'est un bon destin de vivre avec ses parents comme ça, sur quelques mètres carrés? Non. C'est difficile de répondre, mais en gros, oui, ça va. En gros? Ouais. Pas totalement. En fait, ça manque d'espace. C'est normal, tu as vu comme il est grand avec ses jambes. Mais en tout cas, moi je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli chez vous comme ça, parce que c'est pas évident de montrer son intimité. J'ai beaucoup apprécié. C'est un joli moment. C'était un plaisir. Reviens quand tu veux. Ah bah avec plaisir. Santé, ça va chez Starovia. J'ai beaucoup aimé cette rencontre. Je ne vois plus Saint-Pétersbourg la magnifique, tout à fait du même œil. Finalement, je crois que ce qui me plaît dans cette ville, c'est le contraste. Le contraste entre ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Le lendemain matin, je continue mon voyage au cœur de la ville. Il y a ici
une véritable institution, presque aussi chargée d'histoire que les bâtiments. C'est le tramway. Alors, le tramway à Saint-Pétersbourg, c'est un petit peu sportif parce qu'il faut aller le chercher. Il faut lui faire signe. Il faut aller le chercher au milieu de la route, au milieu des voitures. C'est comme ça. Hop, voilà. Il faut juste être très vigilant. Il n'y a pas de quai en fait. Voilà, il faut se débrouiller. Malgré tout ça, le tramway de Saint-Pétersbourg est très populaire. Il est là depuis 1860. Plusieurs lignes traversent le centre historique et c'est donc un excellent moyen pour visiter la ville. Voilà. Bonjour, vous voulez un billet? Ah, voilà. C'est 40 roubles. Voilà. Merci. Ah. Et c'est marrant votre petit distributeur là. C'est mon invention à moi. J'ai accroché le rouleau de tickets ici, car comme ça, je les vois bien mieux. Et c'est bien plus pratique pour les arracher et les donner aux voyageurs. Et donc c'est un peu dangereux de prendre le tramway comme ça quand il est au milieu d'une route où il y a presque 4 voies. Il faut passer à travers les voitures. Ben non. Mais à Saint-Pétersbourg, normalement, les gens, ils doivent connaître les règles et le code de la route. En fait, les voitures doivent s'arrêter derrière le tram quand ils voient le panneau qui indique son arrêt. Une fois que le tramway est arrêté, les passagers savent qu'ils doivent attendre l'ouverture des portes avant d'aller sur la route et monter. Bah moi j'ai quand même dû passer à travers les voitures. Hein. Normalement, les voitures s'arrêtent et tout se passe bien, car les gens sont au courant. Bon, si après t'as des gens qui respectent pas et qu'un automobiliste arrive bourré et à fond la caisse, évidemment là... Vous êtes marrant. Ça a l'air de vous faire plaisir ce boulot dans ce tramway. Moi, c'est pas le tramway qui me fait plaisir, mais c'est les gens qui le prennent. Parce que moi, je crois que les gens, ils sont tous bons à la base. On est tous pareils. On est des petits êtres purs. Après, ce sont les aléas de la vie qui font que certains vont devenir plus méchants que d'autres. Méchants, mais gentils. Je vous trouve super, vous êtes une contrôleuse philosophe. Et quand vous êtes le matin dans le tramway avec les gens qui font la tête parce qu'ils vont au travail et tout, vous les trouvez quand même sympas? Moi, je dis aux passagers qui font la tête. Écoutez, en un jour, je vois 1500 visages passer. Donc si certains me grognent dessus, moi, à la fin de la journée, je vais commencer à mordre. Du coup, je conseille aux passagers grognons de faire un petit effort, d'oublier leurs soucis. Et alors, le voyage se passera bien. D'ailleurs, parfois, vous savez, il y en a qui sont très contents de me retrouver dans le tram. Et ils me le disent. Et donc vous êtes une star sur la ligne là alors? Non, je dirais pas que je suis une star, mais plutôt une méduse. Comme je suis grande et j'ai plein de tentacules, je vois tout, je suis partout, je contrôle tout. Rien ne m'échappe. Et vous êtes la méduse la plus sympa que j'ai rencontrée. Hein. Merci. Bon voyage à toi. Saint-Pétersbourg est une ville que l'on vient voir pour ses palais, mais qui vous retient par ses habitants, sa vie, celle qu'on ne voit pas dans les guides. Je serais bien resté, mais pour un amoureux des trains, il y a un incontournable. Un incontournable qui m'attend à la gare. Ah, alors ça c'est un moment très important. Parce que le train qui est là, c'est la fierté de la compagnie des chemins de fer russes. C'est un peu le TGV russe. Alors il s'appelle le Sapsan. Bon, c'est écrit en alphabet cyrillique. Et il y a un oiseau devant parce que, selon les Russes, c'est l'oiseau le plus rapide du monde. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire le faucon, en fait, Sapsan. Et alors, il est un petit peu moins rapide que notre TGV à nous, quand même. Hein. Il roule à 250 km/h max. Il circule sur la ligne la plus fréquentée de Russie, entre Saint-Pétersbourg ici et Moscou. Et puis, c'est un train un petit peu chic. C'est un petit peu l'élite qui prend ce train-là.
Bonjour. Интересующему вас вопросу в ходе исследования вы можете обратиться к работнику поездного персонала или поезда, который позаботится о вашем комфорте на протяжении всего рейса. Je crois que c'est le premier train dans le monde où il y a de l'opéra, comme ça, qui passe. La classe quand même. Alors vous avez des petits chaussons qui vous attendent. Voilà. Et des petits écouteurs. Voilà, pour pouvoir vous connecter à la sono du train. Avec ce train haut de gamme, les conditions de transport entre les deux principales villes russes se sont nettement améliorées. Pour parcourir les 800 km qui séparent Saint-Pétersbourg et Moscou, il faut désormais 4 heures, alors qu'auparavant, c'était de 8 à 9 heures. Dans ce TGV russe, tout a été pensé pour le bien-être. Un service 4 étoiles, une sorte de petit palace sur rail. Je peux voir ce jouet? Ah, je préfère celui-là. Et c'est sympa cette boutique. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre ici? On peut acheter ses billets de train, par exemple. Des billets de train? Des billets de train pour un autre train? Oui, n'importe quel billet pour toute la Russie. Mais on vend aussi des tickets pour des musées, des excursions, et puis on peut réserver votre taxi. Ah oui? C'est génial ça. Mais on a aussi un service de mini-bureau avec scanner, imprimante, ordinateur, photocopieur. En fait, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et est-ce que je peux demander des services personnalisés? Par exemple, est-ce que je peux vous m'envoyer des fleurs à la fiancée que j'ai laissée sur le quai? Non, on ne va pas jusque-là quand même. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider avec les bagages à votre arrivée et qui vous attend avec une pancarte, ça c'est possible. Et ça, c'est pour toutes les classes? Oui, bien sûr. C'est top ça. Vous êtes un peu comme le concierge dans un grand hôtel. C'est exactement ça. Спасибо. Merci, bon voyage. Ah, on voit qu'on est dans les pays de l'Est parce que ça tricote. Hello, bonjour. Bonjour. Je peux me mettre là? Bien sûr. Qu'est-ce que vous tricotez? Ou à 4 aiguilles, ça c'est du grand art. C'est des chaussettes pour ma petite fille. Je le fais à 4 aiguilles pour faire l'arrondi de la chaussette. Ah oui, c'est du très haut niveau de tricot ça déjà. Non, non. Mais c'est pas compliqué, tout le monde fait ça pour ses petits-enfants. Des chaussettes, des moufles, des pulls. J'ai remarqué un truc, c'est que c'est plutôt dans les trains des pays de l'Est qu'on tricote, alors qu'ailleurs dans le monde, on ne tricote pas dans les trains. Comment vous expliquez ça? Il faut bien passer le temps. Il me faut juste en aller à Moscou, et voilà, j'ai une paire de chaussettes de fête. Mais on ne fait pas ça par nécessité. Pour nous, le tricotage, c'est une passion, un hobby, on aime ça. Et moi, je tricote depuis 1973. Et puis on aime tricoter à plusieurs. Par exemple, ma sœur en face, elle fait les talons des chaussettes, et moi je fais le reste. C'est du travail collectif. Ah d'accord. Ah oui, c'est toute une organisation. C'est comme une usine, avec chacun son rôle. Ben oui, moi je suis une pro de l'arrondi. Et des talons. Je suis heureux d'avoir la reine du talon en face de moi. C'est pas tous les jours. Merci. Merci. Bravo, félicitations. Je fais une halte en cours de route. Juste avant d'arriver à Moscou,
car on m'a conseillé vivement de m'arrêter dans une petite brocante. Une petite brocante apparemment sans prétention, un bric-à-brac d'objets vintage, kitsch, parfois soviets. L'étoile rouge n'est jamais très loin. Mais jusque-là, même en cherchant bien, rien de vraiment spécial dans cet endroit. Bonjour, Dobry dzień. Bonjour. Elle est sympa, votre brocante, elle est un peu branchée, mais qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? C'est vrai, ici il y a un petit coin un peu particulier au fond de la boutique, mais on ne le montre pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le voir? Il faut, je sais pas, il faut payer un peu, c'est caché? Non, pour le voir, tu n'as pas besoin d'argent. Après, si tu veux participer, il faut surtout de l'audace. Mais si tu y tiens vraiment, je peux t'y emmener. Ok. Ah oui, c'est vraiment dans l'arrière-salle. Voilà, c'est ici. Alors, est-ce que tu peux deviner à quoi sert cette pièce? Eh ben, je sais pas, c'est une sorte de reconstitution de petit appartement. Oui, c'est ça, un appartement. Mais ici, les gens se permettent de faire des choses qu'en général, ils n'osent pas faire. Vous me faites peur, il n'y a rien d'immoral. Non, pas de meurtre, rien de très choquant. Mais ici, les gens font des choses tabous pour la société russe. D'ailleurs, notre leitmotiv, c'est de dire « il est interdit d'interdire ». Alors, vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, les gens laissent sortir leurs émotions. Ils se lâchent entièrement. Ils se libèrent de toute la pression quotidienne. Parce que dans cette pièce, ils peuvent tout détruire, tout casser. Et pour ça, on leur fournit des armes comme ces grosses massues. Et les participants s'en donnent à cœur joie. Ils sont entièrement libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est génial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pour venir ici, pour casser un ordi, sauter sur le canapé, casser des miroirs et se lâcher comme des fous. Oui, ils se défoulent afin de se libérer du négatif. Et après une séance, ils sont à bloc, rechargés. Et vous savez quoi, ça donne envie. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire ça? Ah oui, c'est très populaire. D'ailleurs, j'ai 2 clients qui ont réservé un créneau, ce que j'appelle une débauche. C'est juste maintenant. C'est la première fois que vous faites ça ou vous êtes des habitués? C'est la première fois et il nous faut un peu de temps pour s'habiller et se concentrer. Et pourquoi vous venez faire ça? Vous êtes très énervé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons que j'ai pas mal de soucis dans ma vie. Alors, venir ici, eh bien, c'est une manière originale de régler mes problèmes, de me libérer de tout ça et d'enlever le stress. Et moi, j'accompagne mon pote parce que je me faisais chier. Allez, suivez-moi les garçons. Aïe! Ah bah ça commence bien. Ça va? Ouais. Ouais, on est chaud bouillant. Sur quoi on a envie de taper d'abord? Je sais pas, je réfléchis. La chaise. C'est complètement ridicule, mais ça a l'air super. Ouais, tu vois comment c'est sympa. Les gens, ça les remplit de joie. Ils sont heureux de tout défoncer. Moi, par exemple, j'adore casser la vaisselle. Ça me déstresse. Arrête de parler, viens donc casser avec nous. Ok. Vous m'en avez laissé un peu? Eh ouais, prends donc une massue. Allez. Ça a l'air bon, ça. S'il vous plaît. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Ah, c'est bon. Yeah. C'est pour qui l'ordinateur? Yeah. Ça, c'est pour moi. Je travaille toute la journée avec. Ah, les ordinateurs modernes sont vraiment pas fiables, hein. Toi aussi, tu bosses avec les ordis. Prends donc l'écran. Celui-là, c'est une pièce de choix. Au revoir.
Ah, le carnage. Les ordinateurs, ils me fatiguent. Je passe tout mon temps devant un écran, j'en ai marre. Je fais plus rien à côté à cause d'eux. Alors que je pourrais lire, voir des amis. Donc là, je me venge un peu. Ah, pas mal. Je peux prendre le téléphone ou le laisser? Avec plaisir. Je crois que le téléphone, il sonnera plus. Allez, on se fait le téléviseur, tous les trois. Là, je peux pas, là, c'est sentimental, c'est toute ma vie. 1, 2, 3. Ça coûte combien pour venir se défouler 1 heure? Pour une séance, il faut compter 8900 roubles. Ça fait 120 €. 120 €. 120 € pour se détendre, ça les vaut ou pas? Dans un bar, on aurait dépensé autant, mais en buvant. Et c'est vous qui rangez tout derrière, là? Ah non, on va se sauver. Ah ouais, parce qu'on a foutu un tel bordel. J'espère que ça vous a fait du bien, moi je trouve ça génial. Merci beaucoup, spasiba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Me voilà donc bien détendu. Bien détendu pour attaquer les derniers kilomètres de TGV russe, le Sapsan, en direction de Moscou. Bonjour. Dobry dzień. Bonjour. Où est-ce que vous partez en train comme ça? À Moscou pour une commémoration militaire. Comment vous expliquez que les Russes soient aussi patriotes, soient aussi importants pour eux? Eh bien, moi j'aime mon pays, ma maison, ma famille, les gens qui m'entourent. Pour moi, c'est ça le patriotisme. C'est l'amour. L'amour de tout ce qui t'entoure. Et alors, dans la littérature, dans les romans, on parle beaucoup de l'âme russe et même au-delà de l'âme slave. Comment vous le décririez? Je dirais que c'est la croyance. La capacité de croire en quelque chose, en une idée, en Dieu par exemple. Et puis il y a aussi une capacité au sacrifice, au nom de la patrie justement, ou au nom de la famille. Savoir s'oublier un peu en tant qu'individu pour se donner aux autres. Et vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est vraiment partagé par beaucoup de Russes? Je ne sais pas si c'est une caractéristique russe, mais c'est être quelqu'un de bien. C'est ce que je ressens. Et mes proches aussi. Au final, être russe, c'est être quelqu'un de bien. C'est croire en l'avenir sans oublier ses racines. Ok, spasiba. Au revoir. Coin secret. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans ce petit coin à part apparemment? Ben, c'est le wagon pour enfants. Le wagon pour enfants? Alors qu'est-ce qu'il y a pour les enfants ici? Il y a surtout des livres. Oui, et puis il y a le tapis de jeu au sol aussi. Il y a aussi un chauffe-biberon. Et là, il y a même une table allongée. Mais surtout, ce coin est agréable car c'est isolé. Donc c'est bien pour les familles. Et surtout, les enfants peuvent pleurer tous leurs sous et sans que les parents soient gênés pour les passagers. Oui, mais surtout, c'est bien pour les enfants qui peuvent jouer entre eux, apprendre à se connaître et sans gêner personne. Il n'y a qu'un truc que je regrette un petit peu là, parce que visiblement on est à l'avant du train, juste derrière la cabine du conducteur, c'est que si la vitre n'était pas opaque comme ça, on verrait la cabine, la voie devant, ce serait super. Mais je crois que c'est possible d'enlever l'opacité de la vitre. Ah bon? Oui, on peut essayer de demander. Demander quoi? Eh bien, de rendre la vitre transparente.
C'est une nouvelle technologie. Mais chut, hein, c'est top secret. C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre désopaciser, je ne sais pas si on dit comme ça, la vitre. Ouais. Et comment on fait alors? Eh bien, je vais appeler le contrôleur, juste comme ça. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, en fait, on voudrait savoir si on peut enlever l'opacité de la vitre. Mais oui, bien sûr. Pouvez-vous rendre la vitre transparente? Oh et c'est super. Et c'est fantastique. Oui. C'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que ça te plaît? Oui. Mais alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir des enfants pour pouvoir avoir accès à cette cabine et pour pouvoir voir ce spectacle? Ah oui, quand même. Vous savez, c'est un compartiment tellement populaire, donc il est réservé aux familles. Donc ça veut dire que si j'ai pas d'enfant, je ne peux pas venir voir le spectacle de la voix derrière le conducteur. Mais ne dit-on pas que tous les rêves peuvent se réaliser? Regarde, tu n'as pas d'enfant, et pourtant tu en profites. Dans ce train, nous essayons d'être au service de tous les passagers. Donc en nous demandant gentiment, tout est possible. Me voilà enfin au cœur de Moscou, la capitale russe. Une énorme mégapole, 12 millions d'habitants, c'est la première ville du continent européen. De grandes larges avenues qui quadrillent la ville, une architecture très soviétique. Mais moi, je suis plutôt pressé d'aller à mon rendez-vous. Un rendez-vous chez le psy. Un peu énigmatique, car le lieu de rencontre n'est pas un cabinet feutré, mais dans un terrain vague, au bord d'une voie ferrée. Alexandre? Dobry dzień. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est vos patients? Oui. Bonjour. Bonjour. Et c'est un petit peu étrange comme endroit pour une consultation. Eh oui, et ma méthode aussi est assez étrange, mais efficace. Et ça se passe où? Dans le bois, là-bas. Bon. Et c'est loin? Non, c'est par là. Mais faut encore marcher un peu. Et ce que vous faites, ça peut se faire qu'au fond d'une forêt? Oui, car il faut être au calme, loin de tout. C'est important le silence. On doit se sentir serein, être loin de l'agitation de la ville. Voilà, on est arrivé. Installez-vous, la séance va pouvoir commencer. Alors, pourquoi t'es là? J'ai besoin de savoir. Eh bien, ça fait 5 ans que je suis mal. Depuis le jour où la femme que j'aimais m'a quitté. Cette séparation, je m'en suis pas remis. Depuis, tout va mal. Le travail, l'argent, c'est la misère totale. Et les autres femmes, j'en parle même pas. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Et tu as essayé des remèdes pour sortir de cet état dépressif? Oui, j'en ai discuté avec des amis. J'ai essayé avec des psys traditionnels. Mais franchement, je suis au bout. Et au final, rien ne s'améliore, alors... Bon, je me suis dit, pourquoi pas essayer ta méthode? Eh bien, si tu es prêt, alors on va y aller. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ici que tu vas devoir creuser toi-même ton trou. Mais il va creuser son trou, c'est-à-dire creuser son trou pour quoi faire? Eh bien, nous allons l'enterrer vivant. C'est ce que j'appelle la méthode psychologique de la Renaissance. C'est-à-dire que là, il va creuser sa propre tombe pour s'enterrer, vivant. Oui, bien sûr. Il va mourir. Mourir au niveau métaphysique, afin que son esprit puisse renaître et commencer une nouvelle vie. Et être dans un meilleur état psychologique. Et ça va? Ça vous inquiète pas?
Bah si, un peu, mais je fais confiance à Alexandre. C'est quand même pas rien de creuser sa tombe, c'est énorme. De toute façon, ça fait 5 ans que je vis comme un mort. Donc là, au moins, je vais m'enterrer pour de bon et je vais renaître. Oui, tu vas renaître. Et tu te sentiras mieux, tu verras. Allez, maintenant, faut que tu creuses. Et la peur de la mort, c'est instinctif. Tout le monde la ressent. Alors cette pratique joue sur le fait que la personne doit surmonter cette peur afin de lui donner les clés et surmonter les situations difficiles de sa vie. Alors, pendant l'expérience, on va rester en contact grâce à ce masque. Tu pourras respirer et nous parler par ce tuyau. Et quand tu seras sous terre, respire calmement, ne panique surtout pas. Si tu as une crise d'angoisse, surtout ne t'inquiète pas, car avec la terre sur ton corps, tu ne pourras pas te déterrer tout seul et sortir par toi-même. Alors en cas de problème, tu nous avertis. Nous, il nous faudra moins d'1 minute pour te déterrer. Alors reste serein, tout va bien se passer. Et surtout, contrôle ta respiration, car c'est par la respiration que tu contrôles tes émotions. Ça va toujours? Je vous sens un peu inquiet. Oui, je suis inquiet. Je peux pas dire le contraire. Ouais, ça doit être dur en ce moment pour toi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'inconnu. Je sais pas ce qui va m'arriver une fois enterré. Et je sais pas non plus comment je serai après. Tu es prêt? J'ai peur. C'est normal. Mais il faut y aller quand même. Allez, mets le masque. Ça va? Oui. S'il vous plaît, arrêtez avec la terre sur le visage. Je vais commencer à paniquer. Ok. On va le laisser un peu, parce que cette sensation, c'est ce que je recherche. C'est ce stress qu'il ressent. Maintenant, il doit le gérer lui-même. J'ai du mal à comprendre que juste d'être sous quelques centimètres de terre, ça puisse se transformer à ce point-là, dans la mesure où on sait bien qu'on ne va pas mourir. Pourquoi c'est si fort? Notre conscience sait qu'on ne va pas mourir et que le corps peut être déterré. Mais notre conscient ne représente que 10% de notre psychisme. Le reste, l'inconscient, lui, il se sent en danger. Car le corps lui donne l'information d'être sous terre. Le corps ressent cette expérience comme une mort. Et donc, dans cette situation, on est confronté à soi-même. On ne peut pas s'échapper. C'est donc une forme de psychothérapie forcée et express par le stress. Pendant 30 minutes, rien. Puis la respiration s'intensifie. Puis des cris. Des phrases qui ne veulent rien dire. Et au bout d'1 heure, comme en état de transe, il entame des chansons d'une autre époque. Mais on a vraiment l'impression qu'il est complètement ailleurs. Hein. Oui, il fait un voyage dans son inconscient. Et ça peut se manifester de différentes façons. Cela fait maintenant plus d'1 heure et demie que Sviatoslav est enterré. Nous attendons son signal afin de le déterrer, afin qu'il puisse renaître. Après 1h45, ça y est, c'est le moment.
c'est le moment pour le patient de sortir de terre. Больше, чем у меня. О, есть. Ну что, добро пожаловать в реальный мир. Ага. Все, давай, сбрасывай. Сбрасывай. Ça va? Comment ça s'est passé? Вам не кажется? À vrai dire, Более весело. j'ai rien compris à ce qui se passait en fait. Упадка от паники до полного вознесения. Ça allait d'une peur panique à une sensation de lévitation, comme si je volais. Как-то все одновременно. C'est très étrange. C'est peut-être un peu court pour faire un bilan, un peu tôt. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment nettoyé quelque chose en vous, qu'il y a une nouvelle lumière, qu'il y a quelque chose qui est né? Oui, je crois. Quand je suis sorti, les choses autour de moi me paraissaient plus vivantes, plus brillantes. D'une certaine manière, je retrouve le soleil et une certaine joie intérieure. Alors c'est vrai que je vous ai vu avant et maintenant après, vous avez changé même d'attitude. Vous êtes né plus droit, vous êtes plus, le visage plus ouvert, ça se voit. Oui, je crois. Étant sorti vivant de cette expérience, alors évidemment, maintenant je me sens bien vivant. C'est vrai qu'il a l'air radieux. Et aussi beaucoup plus souriant. J'ai même l'impression d'avoir maigri. Bon, ben, je suis pas assez bas, merci. Bonne chance pour votre nouvelle vie. Merci. Je suis pas assez bas. Merci beaucoup. C'était fou. Merci. Impressionnant. Ciao. Lors de ce voyage, partout où je suis allé, j'ai ressenti quelque chose d'assez unique. Il y a dans ce pays une force, une fierté, une envie parfois assez évidente d'en imposer, et en même temps, comme une fragilité, un doute, une nostalgie, un poids du passé encore lourd. Voyager dans ce pays, c'est finalement voyager à travers ce contraste et essayer d'en percevoir les contours. La Russie est plus complexe qu'on l'imagine, et c'est cela qui la rend passionnante.